C'est arrivé un jeudi soir autour des restes d'une pizza de chez Mario, au centre-ville. Nous étions assis à la table de la cuisine et elle faisait défiler son fil d'actualité sur son téléphone tout en me parlant de la dernière idée d'entreprise de son frère Théo. J'écoutais, hochant la tête au moment opportun, quand elle a levé les yeux et a dit quelque chose qui a tout changé. Tu sais, ma famille passera toujours en premier dans chaque décision. Tu es ma deuxième priorité, peut-être la troisième. Elle a dit ça avec une telle désinvolture, comme si elle commentait la météo. Aucune émotion, aucune hésitation, juste un constat. J'ai posé ma part de pizza et je l'ai regardée. Bon à savoir où je me situe. Elle a haussé les épaules. Je suis juste honnête. Les liens du sang sont plus forts que tout, et ils étaient là avant toi. C'était tout. Pas de discussion de suivi, pas de tentative d'adoucir le coup. Elle est retournée à son téléphone, envoyant probablement des SMS à sa sœur Claire au sujet d'un drame familial que je serais inévitablement censé aider à résoudre. J'ai fini de manger en silence, la regardant taper frénétiquement. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me donner le plan de notre avenir, ou plutôt de mon avenir. Plus tard cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, je me suis assis devant mon ordinateur portable et j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur. Premier arrêt, le site web du Crédit Mutuel du centre-ville. J'étais client de notre compte joint dans une grande banque nationale depuis des années, mais ce soir, je cherchais quelque chose de différent, quelque chose qui ne serait qu'à moi. Le processus de demande était simple, compte courant, compte d'épargne, tous deux à mon nom uniquement. J'ai utilisé mon adresse professionnelle pour les relevés bancaires. Pas besoin de compliquer les choses avec du courrier arrivant à la maison. Ensuite, j'ai ouvert un simulateur de prêt immobilier. Je gagne bien ma vie en tant que coordinateur de projet, je ne suis pas riche, mais ma situation est stable. Je versais de l'argent sur notre compte d'épargne commun depuis des années, pensant que nous construisions quelque chose ensemble. Il s'avère que je ne faisais qu'alimenter le fonds d'urgence de sa famille. À 2 heures du matin, j'avais des rendez-vous prévus avec 2 banques différentes et une réunion provisoire avec un courtier immobilier pour le week-end. J'avais également mis en favori plusieurs sites immobiliers et commencé à parcourir les propriétés dans ma fourchette de prix. Le lendemain matin, elle se précipitait pour se préparer pour le travail, se plaignant que ses parents avaient encore besoin d'aide pour leurs taxes foncières. Elle a attrapé son café et son sac à main, m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était et a franchi la porte. Je serai probablement en retard ce soir, a-t-elle lancé par-dessus son épaule. Je vois Claire et Théo pour parler de la situation de papa. Pas de souci, ai-je répondu, rédigeant déjà mentalement mes courses de la pause déjeuner. Le vendredi après-midi, mon nouveau compte était configuré et mon premier dépôt effectué. Le virement automatique de mon salaire prendrait une semaine pour être modifié, mais j'ai transféré la moitié de ce qui se trouvait dans notre épargne commune pour commencer à constituer mon fonds d'indépendance. Elle ne vérifiait jamais les relevés de toute façon, trop occupée à gérer les crises des autres. Le samedi matin, je lui ai dit que j'allais retrouver des collègues pour regarder le match. Au lieu de cela, j'ai passé 3 heures avec Richard Faure, un courtier immobilier qui m'a expliqué exactement ce que je pouvais me permettre et à quoi ressemblait mon calendrier. La plupart des gens pensent qu'il faut un dossier parfait et un énorme apport, a-t-il dit en examinant mes papiers. Mais vous avez un revenu stable, une épargne décente et aucune dette majeure. Vous pourriez signer l'acte de vente dans les 60 jours si vous le vouliez. Ce soir-là, elle a passé 2 heures au téléphone avec sa mère, discutant du restaurant en faillite de son frère et de la façon dont il pourrait devoir l'aider avec ses paiements de loyer commercial. J'étais assis sur le canapé à rechercher des stratégies d'investissement et de planification de retraite. Tu m'écoutes au moins, a-t-elle demandé en couvrant le téléphone. Chaque mot, ai-je menti avec aisance. On dirait que Théo est dans une situation difficile. Elle a hoché la tête et a repris sa conversation, supposant que je serais prêt à faire des chèques une fois la réunion de famille terminée. Le dimanche matin, j'ai traversé 3 quartiers différents en voiture, pour me faire une idée de ce que mon argent pouvait acheter. Je ne cherchais rien de luxueux, juste quelque chose de solide qui serait à moi. Un endroit où je n'aurais pas à m'inquiéter de la belle famille débarquant à l'improviste ou des réunions de famille dans mon salon pour savoir qui avait besoin d'argent ce mois-ci. Le dimanche soir, j'avais un coup de cœur, une petite maison F3 dans un quartier calme, un jardin décent, une bonne structure. Le prix demandé correspondait exactement à ce que je pouvais me permettre, et l'emplacement était parfait, assez proche du travail, assez loin des drames. Elle a passé son dimanche au téléphone avec divers membres de la famille, coordonnant une sorte de stratégie d'intervention pour les problèmes financiers de son frère.
Je l'ai entendu mentionner mon nom 2 fois, les 2 fois dans le contexte de « il comprendra et nous trouverons une solution ». Ce soir-là, alors que nous nous préparions à aller au lit, elle a finalement levé les yeux de son téléphone assez longtemps pour me remarquer. « Tu as été calme ce week-end. Tout va bien ?» Je réfléchis, c'est tout, ai-je dit en me brossant les dents. À quoi? J'ai recraché le dentifrice et je l'ai regardé dans le miroir de la salle de bain. Aux priorités, ai-je répondu. Elle a ri. Ne te prends pas trop la tête. Les histoires de famille, c'est compliqué, mais ça s'arrange toujours. Je suis sûr que oui, ai-je répondu en éteignant la lumière. Alors que j'étais allongé dans le lit à écouter sa respiration, j'ai réalisé qu'elle avait tout à fait raison sur un point. Les histoires de famille étaient compliquées. Mais elle avait fait son choix sur qui était sa famille, et j'avais fait le mien sur qui passait en premier dans ma vie. Le lundi matin, j'avais un autre rendez-vous, cette fois avec un conseiller financier. La réunion de lundi avec Daniel Bertrand s'est mieux passée que prévu. C'était un homme direct qui n'a pas essayé de me survendre des packages d'investissement complexes que je ne pouvais pas me permettre. Nous étions assis dans son bureau modeste pendant qu'il passait en revue ma situation. « Vous voulez construire votre patrimoine de manière indépendante ?» a-t-il dit en regardant mes chiffres. C'est intelligent. La diversification ne concerne pas seulement les actions mais les obligations. C'est aussi une stratégie de vie. Il a recommandé une approche simple en 3 parties, maximiser mon plan d'épargne retraite, ouvrir un PEA et continuer à constituer mon fonds d'urgence. Rien d'extravagant, mais des fondamentaux solides qui produiraient des intérêts composés avec le temps. La clé est la régularité, a-t-il expliqué. De petits montants investis régulièrement battent de gros montants investis sporadiquement. Vous jouez sur le long terme maintenant. Le mardi, j'avais ajusté mes prélèvements sur salaire et ouvert le PEA. Mon salaire net a légèrement baissé, mais je construisais quelque chose qui m'appartenait entièrement. Pas de copropriété, pas de réunion de famille requise pour accéder à mon propre argent. Le mercredi a apporté le premier test de ma nouvelle approche. Elle est rentrée frustrée, jetant son sac à main sur le comptoir plus fort que nécessaire. Le propriétaire de Théo menace de l'expulser. Il a besoin de 3 000 € d'ici vendredi ou il est dehors. J'ai levé les yeux du dîner que je préparais. C'est dur. C'est quoi son plan? Elle m'a fixé comme si je venais de demander de quelle couleur était le ciel. Nous devons l'aider. Évidemment, nous. Oui, nous. C'est la famille. Elle a sorti son téléphone et a commencé à taper. J'ai déjà dit à Claire qu'on couvrirait ça. Elle coordonne avec maman et papa pour voir combien ils peuvent contribuer. J'ai posé la spatule et me suis tourné vers elle. Quand avons-nous discuté de ça? On n'a pas besoin de discuter pour aider la famille, a-t-elle claqué. C'est ce que font les gens. Certaines personnes, ai-je corrigé, mais ces décisions impliquent notre argent, ce qui signifie qu'elles nous impliquent tous les deux. Elle avait l'air vraiment confuse, comme si je parlais une langue étrangère. Depuis quand as-tu un problème pour aider ma famille? Depuis que tu as clairement indiqué où je me classe dans tes priorités. Ça l'a stoppé net. Pendant un moment, elle a semblé se souvenir de notre conversation du jeudi soir. Mais au lieu d'aborder le sujet, elle a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a détourné la conversation. Il ne s'agit pas de priorité. Il s'agit de faire ce qui est juste. Selon qui? Selon la décence humaine élémentaire. Elle commençait à hausser le ton, ce qui signifiait qu'elle pensait que le volume gagnerait l'argument. Mon frère a besoin d'aide et nous pouvons la fournir. Je me suis remis à remuer la sauce des pâtes. Je ne peux pas la fournir. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas? Je veux dire exactement ça. Je n'ai pas 3 000 € disponibles pour le loyer de ton frère. C'était techniquement vrai. Mon fonds d'urgence était réservé aux urgences et la mauvaise planification d'entreprise de Théo ne remplissait pas les critères. Mes nouveaux comptes d'investissement étaient totalement hors limite. C'est ridicule, a-t-elle dit. Nous avons de l'argent de côté. Tu as de l'argent de côté. J'ai réorganisé mes finances. La confusion sur son visage était presque comique. Elle a sorti son téléphone et a ouvert notre application bancaire, probablement pour me montrer le solde de notre compte joint. Quand elle a vu le montant réduit, son expression a changé. Où est passé l'argent? Sur mes comptes personnels. Tes comptes personnels? Elle l'a dit comme si je lui avais dit que je l'avais dépensé en drogues illicites. Depuis quand as-tu des comptes personnels?
Depuis que j'ai décidé de me prioriser dans ma propre vie. Elle m'a fixé pendant un long moment, traitant cette information. Je pouvais la voir essayer de comprendre si je bluffais, si je faisais une crise de la quarantaine ou si j'étais vraiment sérieux. Tu ne peux pas être sérieux maintenant. Théo a besoin d'aide. Théo a besoin d'apprendre la responsabilité financière. Mais ça, c'est entre lui et quiconque décide de financer son prochain échec. Financer. Sa voix s'est brisée sur le mot. C'est de mon frère qu'on parle. Je sais exactement de qui on parle. Le même frère qui a eu besoin d'aide pour sa caution il y a 6 mois, pour les traites de sa voiture avant ça, et ses dettes de carte de crédit encore avant. Elle a ouvert la bouche pour argumenter puis l'a fermée parce qu'elle savait que j'avais raison. C'est différent, a-t-elle dit finalement. C'est toujours différent, mais d'une manière ou d'une autre, ça implique toujours notre argent. Ma famille a toujours été là pour nous. Ta famille a toujours été là pour toi. Il y a une différence. Le jeudi matin, elle a essayé une approche différente. Au lieu d'exiger, elle a tenté de raisonner. Écoute, je sais que tu es contrarié par ce que j'ai dit la semaine dernière. J'aurais peut-être pu mieux le formuler. La formulation n'était pas le problème. Le sentiment l'était. Elle s'est assise en face de moi à la table du petit déjeuner. La famille est importante pour moi. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas important aussi. Ça veut dire exactement ça, en fait. Tu l'as dit toi-même, deuxième priorité, peut-être troisième. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Comment voulais-tu le dire? Elle a cherché une réponse, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle ne s'était pas mal exprimée. Elle avait été honnête pour une fois, et maintenant elle essayait de faire marche arrière parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Pouvons-nous mettre cette discussion de côté et nous concentrer sur la situation de Théo, a-t-elle demandé. Il n'y a rien à mettre de côté. Tu as été clair sur tes priorités, et j'ai ajusté les miennes en conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne finance plus les urgences de ta famille. Le vendredi matin a apporté la panique. L'échéance de Théo approchait et le plan de financement familial n'était pas complet. Ses parents pouvaient contribuer à hauteur de 500 €. Claire pouvait gérer 300. Cela laissait 2200 € manquants. S'il te plaît, a-t-elle dit, debout dans l'embrasure de la porte de notre chambre pendant que je m'habillais pour le travail. Je te rembourserai. Avec quel argent? Je ferai des heures supplémentaires. Je trouverai une solution. Tu trouveras une solution de la même manière que Théo a trouvé son business plan. Elle a tressailli à cette remarque mais a insisté. C'est important pour moi. Je comprends ça. Mais ton importance ne l'emporte pas sur ma sécurité financière. Depuis quand t'inquiètes-tu de la sécurité financière? Depuis que j'ai réalisé que je pourrais avoir besoin de prendre soin de moi-même un jour. Cet après-midi-là, j'ai fait une offre sur la maison que je surveillais. Prix demandé, conclusion rapide, apport en espèces provenant de mon épargne nouvellement indépendante. Le vendeur a accepté immédiatement. Je serai propriétaire dans 30 jours et cela m'appartiendrait entièrement. Les papiers de vente trônaient sur mon bureau au travail comme une petite victoire. 30 jours avant que je ne possède quelque chose qui existait complètement en dehors de la sphère d'influence de sa famille. Pas de prêt hypothécaire commun, pas de capital partagé, pas de vote du comité requis pour prendre des décisions sur ma propre propriété. Théo a fini par emprunter de l'argent à une société de crédit à la consommation, ce qui a résolu sa crise immédiate et créé un problème à long terme plus important. Mais ce n'était plus mon souci. Elle a passé le week-end à alterner entre le silence radio et des commentaires passifs-agressifs sur mon égoïsme. Je l'ai passé à rechercher des systèmes de sécurité domestique et à interviewer des artisans pour les mises à jour de base dont la maison aurait besoin. Le lundi a apporté un appel du courtier avec de bonnes nouvelles. Votre capacité d'emprunt s'est en fait améliorée depuis notre dernière rencontre. La banque vous offre un taux meilleur d'1 demi-point par rapport à ce dont nous avons discuté. Combien cela me fait-il économiser? Environ 8 000 € sur la durée du prêt. Votre taux d'endettement est fantastique maintenant que vous avez éliminé les obligations du compte joint. Intéressant de voir comment le fait de me retirer des urgences financières de sa famille améliorait ma solvabilité. Le mardi, j'ai ouvert un autre compte d'investissement. Celui-ci axé sur une croissance agressive. J'avais 42 ans, ce qui me donnait beaucoup de temps pour que les fluctuations du marché s'équilibrent.
Daniel avait recommandé de mettre 20% de mon épargne dans des placements à plus haut risque pour de meilleurs rendements à long terme. Vous construisez votre patrimoine systématiquement, a-t-il dit lors de notre réunion de suivi. La plupart des gens de votre âge cherchent encore à équilibrer leur budget. Vous pensez déjà comme un millionnaire. Le commentaire m'est resté, non pas parce que j'avais la folie des grandeurs, mais parce qu'il soulignait combien d'énergie mentale j'avais gaspillé pour les problèmes financiers des autres au lieu de construire ma propre sécurité. Le mercredi soir, elle a essayé une nouvelle stratégie. Au lieu de se disputer, elle a tenté de m'inclure dans les sessions de planification familiale. Claire pense que nous devrions avoir une réunion de famille pour discuter de la situation financière de tout le monde. Tu sais, mettre tout à plat pour qu'on puisse mieux s'entraider. J'ai levé les yeux du rapport d'inspection de la maison que j'examinais. Ça a l'air d'être une excellente idée pour ta famille. Tu fais partie de cette famille. Selon ta liste de priorités, je suis un membre associé au mieux. Arrête de me jeter ça au visage. J'ai dit que j'étais désolé. En fait, tu as dit que tu aurais pu mieux le formuler. Ce n'est pas des excuses. C'est un ajustement de relations publiques. Elle s'est assise sur le canapé à côté de moi, ce qui était inhabituel. Normalement, elle restait à l'autre bout de la pièce quand nous avions ces conversations. « Qu'est-ce que tu veux de moi » a-t-elle demandé. « Rien. » Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse. Je ne veux plus rien de toi. Je gère ma propre vie maintenant. C'est ridicule. Nous sommes mariés. Nous partageons un bail et un nom de famille. Tout le reste est apparemment négociable en fonction des besoins de ta famille. Le jeudi a apporté les résultats de l'inspection de la maison. Des problèmes mineurs, rien qui ne ferait dérailler la vente. L'inspecteur a recommandé de mettre à jour le tableau électrique et d'ajouter de l'isolation au grenier, mais structurellement, la maison était solide. J'ai programmé les 2 réparations pour qu'elles soient terminées avant que je prenne possession des lieux. Les travaux électriques coûteraient 1 500 €. L'isolation 8 cents de plus. De l'argent bien dépensé pour la tranquillité d'esprit. Tu as été occupé ces derniers temps, a-t-elle observé au dîner. Beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de rendez-vous. Nouveau projet au travail, quelque chose comme ça. Elle a attendu que je donne des détails, mais j'avais fini de donner des informations qu'elle utiliserait contre moi plus tard. Si elle voulait savoir ce que je faisais, elle pouvait demander directement. Vas-tu me dire ce qui se passe? Tu le sauras quand ce sera important. Le vendredi a apporté un développement inattendu. Sa sœur Claire m'a appelé directement, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Je pense qu'il y a un malentendu sur la situation familiale, a-t-elle dit. Je ne pense pas qu'il y ait de malentendu du tout. Elle dit que tu refuses d'aider pour les urgences familiales. C'est exact. Claire a fait une pause, s'attendant probablement à ce que j'explique ou justifie ma position, ce que je n'ai pas fait. Elle a essayé une approche différente. Nous t'avons toujours considéré comme de la famille. C'est gentil de ta part, mais ta sœur a clairement indiqué que je suis de la famille optionnelle. Les membres optionnels n'ont pas d'obligations obligatoires. Elle est juste stressée par tout ce qui se passe. Tout le monde est stressé par quelque chose, ça ne crée pas d'obligation financière pour moi. Mais tu as les moyens d'aider. Et voilà. L'hypothèse que mon argent était un bien commun pour les problèmes de sa famille. J'ai les moyens de prendre soin de moi. C'est là que ma responsabilité s'arrête. Ça semble assez égoïste. Ça semble pragmatique. Lequel d'entre vous prévoit de prendre soin de moi quand j'aurai besoin d'aide? Elle ne pouvait pas répondre à cette question parce que nous connaissions tous les deux la vérité. Si je perdais mon emploi demain, sa famille exprimerait de la sympathie et s'attendrait à ce que je me débrouille tout seul. Mais quand ils avaient des problèmes, mon compte bancaire était la première solution qu'ils envisageaient. Le lundi matin, j'ai rencontré un avocat, Stéphane Clavel, pour discuter des stratégies de protection des actifs. Pas parce que je prévoyais le divorce, mais parce que je voulais comprendre mes options si les obligations familiales devenaient des obligations légales. Les biens propres acquis avant le mariage restent propres, a-t-il expliqué. Les biens acquis pendant le mariage avec des fonds propres restent également propres, à condition de respecter la clause de remploi. La clé est de maintenir une documentation claire. Et le mélange des fonds? Évitez-le entièrement. Gardez vos finances complètement séparées. Si votre épouse contribue aux paiements hypothécaires sur votre bien propre, elle pourrait réclamer une récompense. Bon à savoir.
J'ai pris note mentalement de payer toutes les dépenses liées à la propriété exclusivement à partir de mes comptes. Ce soir-là, elle m'attendait avec des relevés bancaires imprimés étalés sur la table de la cuisine. Il faut qu'on parle. Les relevés bancaires étaient surlignés au marqueur jaune là où l'argent avait bougé de notre compte joint vers mes comptes personnels. Elle avait clairement passé des heures à tout éplucher, essayant de comprendre exactement combien j'avais repositionné. 12 000 euros, a-t-elle dit en pointant ses calculs. Tu as déplacé 12 000 euros sans en discuter avec moi. Je me suis assis en face d'elle et j'ai regardé ses calculs. Tes chiffres sont exacts. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise d'autre? Une explication serait bien. Peut-être des excuses pour m'avoir caché ça. Je ne cachais rien. Je gérais mes finances. Il y a une différence. Elle a mélangé les papiers, cherchant quelque chose qui lui donnerait l'avantage dans cette conversation. La moitié de cet argent venait aussi de mes salaires. La moitié de l'argent qui est allé sur notre compte joint venait de tes salaires. L'argent que j'ai déplacé venait de mes contributions à ce compte. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le mariage. Selon qui? Selon le bon sens. On met nos ressources en commun et on prend les décisions ensemble. Tu mets nos ressources en commun et tu prends des décisions pour ta famille. J'ai décidé de me retirer de cet arrangement. La conversation a été interrompue par la sonnerie de son téléphone. Elle a jeté un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et son visage a blêmi. C'est maman. Elle a répondu à la troisième sonnerie et je pouvais entendre la panique dans la voix de sa mère même de l'autre côté de la table. Quelque chose à propos d'avis de saisie, de délai bancaire et du besoin de trouver de l'argent immédiatement. Ralentis, maman. Commence par le début. Sa mère a expliqué qu'ils avaient reçu un dernier avis. 60 jours pour mettre leur prêt hypothécaire à jour ou faire face à la saisie. Ils devaient 8 mois d'arriérés plus les pénalités et les frais. Montant total, 24 000 euros. Comment ça a pu devenir aussi grave, a demandé ma femme. Sa mère s'est lancée dans une histoire de facture médicale, de retraite réduite et d'aide apportée à Théo pour ses urgences précédentes. Le même cycle qui drainait leurs finances depuis des années venait d'accélérer. On a essayé de renégocier le prêt, mais notre dossier est trop mauvais maintenant. La banque ne veut plus travailler avec nous. Ma femme m'a regardé à travers la table pendant que sa mère continuait de parler. Je pouvais voir ses calculs mentaux, additionnant les ressources familiales et arrivant à un résultat insuffisant. Laisse-moi te rappeler, maman. Je dois discuter de ça avec tout le monde. Elle a raccroché et a fixé les relevés bancaires entre nous. Tu as entendu tout ça? Oui. Mes parents vont perdre leur maison. C'est malheureux. Elle a attendu que je propose des solutions, des suggestions, n'importe quoi indiquant que je prévoyais d'aider. Quand je suis resté silencieux, elle est devenue plus directe. Nous devons les aider. Tu dois les aider. Je dois protéger mon propre avenir financier. C'est différent de la situation de Théo. C'est leur maison. C'est le même schéma avec des enjeux plus élevés. De mauvaises décisions financières menant à des urgences qui deviennent la responsabilité de tout le monde. Ce sont mes parents. Je comprends qui ils sont. Mais comprendre les relations ne crée pas d'obligations financières. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas, ce qui signifiait qu'elle passait en mode résolution de problèmes. Si on combine tout ce qu'on a en épargne, plus ce que Claire et Théo peuvent contribuer, plus peut-être un prêt personnel. Tu peux faire tous les calculs qui te font te sentir mieux, mais mon argent ne fait pas partie de ton équation. Comment peux-tu être aussi froid à ce sujet? Je ne suis pas froid. Je suis cohérent. Tu as établi que ta famille passe avant tout dans chaque décision. C'est toi qui prends des décisions pour ta famille, mais ils vont tout perdre. C'est une conséquence de leur choix. Les adultes font face aux conséquences. Mon téléphone a vibré avec un SMS de l'entreprise de déménagement confirmant le rendez-vous de samedi. Je les avais engagés pour déplacer mes affaires personnelles vers la nouvelle maison une fois la vente conclue. Elle m'a vu vérifier mon téléphone et son expression est passée du désespoir à la suspicion. C'était quoi ça? Rien d'important. Montre-moi. Non. Montre-moi le SMS. Je ne reçois pas d'ordre de toi. Elle a tendu la main vers mon téléphone, mais je l'ai retiré. Qu'est-ce que tu caches? Je ne cache rien. Je maintiens des limites. Des limites? Nous sommes mariés.
Marié à quelqu'un qui a clairement indiqué que je ne suis pas une priorité. Les personnes mariées qui ne sont pas des priorités n'obtiennent pas un accès illimité aux affaires de l'autre. Le jeudi a apporté 3 autres appels téléphoniques de sa famille. Théo a appelé pour suggérer une réunion de famille pour discuter de la mise en commun des ressources pour les parents. Claire a appelé pour demander si nous pouvions nous porter caution pour un prêt car leur dossier était meilleur que celui de leurs parents. Son père a appelé directement, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, pour demander si je pouvais temporairement prêter l'argent en garantie sur notre maison de location. Nous ne sommes pas propriétaires de notre maison, lui ai-je dit. Nous la louons. Mais tu as un bon dossier. Tu pourrais obtenir un prêt. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. C'est de ma maison qu'on parle. Je comprends ça, mais votre maison n'est pas ma responsabilité. La famille est de la famille. Votre famille est de votre famille. Je m'aide moi-même. Le vendredi après-midi, elle est rentrée tôt du travail, ce qui était inhabituel. Elle avait l'air d'avoir pleuré, ce qui était encore plus inhabituel. J'ai parlé à un avocat aujourd'hui. À propos de quoi? De nos actifs? De ce à quoi j'ai droit si on se sépare? Et voilà. La menace à laquelle je m'attendais depuis que tout cela avait commencé. Qu'est-ce que l'avocat a dit? Que tout ce qui est acquis pendant le mariage est un bien commun, y compris tes nouveaux comptes bancaires? J'ai hoché la tête. L'avocat a-t-il expliqué les exceptions à cette règle? Quelles exceptions? Les biens propres acquis avec des fonds propres restent propres tant que vous pouvez documenter la source des fonds et maintenir une séparation claire. Son visage est passé par plusieurs expressions alors qu'elle traitait cette information. Tu planifies ça depuis des mois. Je me protège depuis des mois. Il y a une différence. Espèce de salaud. C'est moi le salaud? Tu m'as dit exactement où je me situais dans tes priorités. J'ai ajusté mon comportement en conséquence. Ça s'appelle s'adapter. Le samedi matin a apporté l'appel auquel je m'attendais. Claire, en larmes, expliquant qu'ils étaient à court d'options pour leurs parents. La saisie suivait son cours et ils avaient besoin d'un miracle. Nous sommes une famille, a-t-elle sangloté au téléphone. La famille ne laisse pas la famille devenir sans abri. Votre famille ne laisse pas la famille devenir sans abri, ai-je corrigé. Ma famille, c'est moi, et je prends grand soin de moi. Comment peux-tu vivre avec toi-même? Très confortablement dans ma nouvelle maison dans laquelle j'emménage ce week-end. Le silence à l'autre bout du film a indiqué qu'elle comprenait enfin toute l'ampleur de ma stratégie d'indépendance. Tu as acheté une maison. Oui. J'ai signé hier. Sans le dire à personne? Je l'ai dit aux gens qui avaient besoin de savoir. La banque, l'agent immobilier, la compagnie d'assurance. Tous ceux qui comptaient pour la transaction. Et ta femme? Quoi, ma femme? Elle ne me priorise pas, donc je ne la consulte pas. C'est donnant-donnant. Ce soir-là, le camion de déménagement a chargé mes affaires pendant qu'elle était assise sous le porche, regardant tout ce que je possédais disparaître dans des cartons. Elle n'avait pas dit un mot depuis l'arrivée des déménageurs. Alors qu'il chargeait le dernier carton, elle a enfin parlé. C'est comme ça que ça finit? C'est comme ça que ça commence pour moi. De toute façon, je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Tu pensais exactement ce que tu as dit. Ta famille passe en premier. Toujours. Je m'assure juste que ma famille passe en premier aussi. Je suis ta famille. Tu es ma femme. Ma famille, c'est moi. Le dimanche matin dans ma nouvelle maison a semblé différent de ce à quoi je m'attendais. Calme mais pas vide, paisible mais pas solitaire. J'ai fait du café dans ma cuisine, lu les nouvelles sur mon canapé et planifié ma journée sans consulter personne ni m'inquiéter des urgences familiales. Vers 10 heures, mon téléphone a commencé à sonner, son nom sur l'écran. J'ai laissé aller sur la messagerie. Le deuxième appel est arrivé 20 minutes plus tard, puis un troisième. À midi, j'avais 6 appels manqués et une série de SMS de plus en plus désespérés. Il faut qu'on parle. C'est important. Réponds au téléphone. Ne m'ignore pas. Mes parents ont besoin d'une réponse aujourd'hui. S'il te plaît. Ce dernier mot m'a tout dit sur son état mental. Elle était passée de la colère au désespoir, ce qui signifiait que la réunion de famille s'était mal passée. J'ai répondu par SMS, je suis disponible pour parler à 14 heures si tu veux passer. Sa réponse a été immédiate. Passer où?
Chez moi. Ma nouvelle maison. Je t'envoie l'adresse. À 14 heures précises, sa voiture s'est garée dans mon allée. Elle est restée assise là pendant quelques minutes, digérant probablement la réalité que j'avais acheté une maison entière sans lui en parler. Quand elle est finalement sortie, ses mouvements étaient raides, comme si elle se forçait à faire chaque pas. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Bel endroit, a-t-elle dit en regardant autour du salon. Quand as-tu acheté ça? J'ai signé vendredi. Emménagé hier. Depuis combien de temps planifies-tu ça? Depuis le soir où tu as expliqué mon classement dans ton système de priorité. Elle a traversé le rez-de-chaussée, faisant l'inventaire. Tu l'as meublé aussi. J'ai acheté ce dont j'avais besoin. Rien de luxueux, mais c'est à moi. Combien ça a coûté? Pourquoi veux-tu savoir? Parce que nous sommes toujours mariés, et j'essaie de comprendre ce que tu as fait de notre argent. Ton argent est toujours sur tes comptes. Mon argent a acheté cette maison. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la cuisine. Notre argent a acheté cette maison. Non. L'argent de mon salaire déposé sur mes comptes personnels, après avoir séparé mes finances des tiennes, a acheté cette maison. Il y a une trace écrite documentant chaque transaction. On verra ce qu'un juge dira de ça. On peut le découvrir quand tu veux, mais pour l'instant tu as dit que c'était important. De quoi as-tu besoin? Elle a sorti son téléphone et m'a montré un document. Avis de saisie. Ils ont jusqu'à mercredi pour régulariser le prêt. C'est dans 3 jours. On a trouvé une solution, mais on a besoin de ton aide pour que ça marche. Je me suis assis à la table de ma cuisine. Explique ta solution. Le mari de Claire peut obtenir un prêt s'il a un co-signataire avec un bon dossier et des revenus suffisants. Les mensualités seraient gérables si nous contribuons tous proportionnellement. Défini proportionnellement. Basé sur les revenus et la capacité de payer. Tu gagnes plus que n'importe qui d'autre. Donc, ta part serait plus importante. Combien plus importante? Elle a hésité, ce qui signifiait que le chiffre était ridicule. 8 cents par mois. 800 € par mois pour payer le prêt de tes parents pour sauver leur maison. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied financièrement. Quand est-ce que quelqu'un dans ta famille s'est déjà remis sur pied financièrement? Elle a ignoré la question. Vas-tu le faire? Non. Juste comme ça. Pas de considération, pas de discussion. Qui a-t-il à discuter? Tu veux que je m'engage à payer 800 € par mois indéfiniment pour résoudre un problème que ta famille a créé? Ce n'est pas indéfini. Une fois que la situation de la retraite de papa sera résolue et que maman retournera au travail. Ta mère a 67 ans. Elle ne retournera pas au travail. Elle pourrait. Elle ne le fera pas. Et la situation de retraite de ton père est résolue. Il reçoit exactement ce à quoi il a droit en fonction de son historique de travail. Les paiements ne suffisent pas à couvrir leurs dépenses. Alors leurs dépenses doivent changer. Tu parles de mes parents comme si c'étaient des étrangers. Je parle d'eux comme d'adultes qui doivent vivre selon leurs moyens. Elle a tiré une chaise et s'est assise en face de moi. S'il te plaît, je sais que les choses ont été tendues entre nous. Mais c'est plus gros que nos problèmes. C'est exactement nos problèmes. Ta famille a besoin d'argent, donc tu t'attends à ce que je le fournisse. C'est le schéma qui a créé nos problèmes en premier lieu. Si tu aides pour ça, je ferai des changements. On peut aller voir un conseiller, travailler sur notre communication. Quel changement? Je serai plus prévenante envers tes sentiments. Quand des situations familiales surviendront, tu seras plus prévenante envers mes sentiments, mais ta famille passera toujours en premier dans chaque décision. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu voulais dire. Tu veux que je finance le train de vie de ta famille, et en échange, tu seras plus gentil quand tu demanderas. Ce n'est pas juste. Ce qui serait juste, ce serait que ta famille prenne la responsabilité de ses propres décisions financières. Ce qui serait juste, ce serait que Théo trouve un travail qui couvre ses dépenses. Ce qui serait juste, ce serait que tes parents déménagent pour quelque chose qu'ils peuvent se permettre. Ils vivent dans cette maison depuis 30 ans et ils ont eu 30 ans pour construire un patrimoine et une stabilité financière. Au lieu de cela, ils ont passé 30 ans à renflouer leurs enfants et à vivre au-dessus de leurs moyens. Elle pleurait maintenant, ce qui était une tactique qu'elle avait déjà utilisée quand la logique ne fonctionnait pas. Je ne peux pas les regarder perdre leur maison. Tu n'es pas obligé de regarder.
Tu peux participer. Prends un deuxième travail, liquide ton compte retraite, vends ta voiture et achète quelque chose de moins cher. Il y a plein de façons d'aider qui n'impliquent pas mon argent. Ces suggestions sont ridicules. C'est exactement ce que tu me demandes de faire. Sacrifier ma sécurité financière pour la mauvaise planification de ta famille. Tu as plus de ressources que moi parce que j'ai fait des choix différents. Je n'ai pas de dette de carte de crédit. Je n'ai pas de crédit auto. Je n'ai pas de prêt étudiant. J'ai fait attention à l'argent alors que ta famille a été insouciante. Donc, tu les punis pour ne pas être parfait? Je me protège des conséquences de leur imperfection. Elle a essuyé ses yeux et a essayé une approche différente. Et si je te remboursais? Avec quel argent? Tu peux à peine couvrir ta part du loyer de notre ancien appartement. Je trouverai une solution. De la même manière que Théo a trouvé son business plan. Arrête de me comparer à mon frère. Je compare l'approche de ta famille par rapport à l'argent. C'est toujours la même approche. Dépenser d'abord. S'inquiéter des conséquences plus tard. S'attendre à ce que d'autres personnes résolvent les problèmes. C'est leur maison. C'est une maison qu'ils ne peuvent pas se permettre. Le foyer, c'est partout où tu peux gérer tes dépenses de manière responsable. Elle s'est levée brusquement. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi égoïste. Je n'arrive pas à croire que tu penses que l'instinct de conservation est égoïste. C'est la famille. Ta famille, pas la mienne. Tu t'es marié dans cette famille. Je t'ai épousé, toi. Tout le reste était optionnel. Et tu as clairement indiqué que je suis optionnel aussi. Je n'ai jamais dit que tu étais optionnel. Tu as dit que j'étais une priorité numéro 2, peut-être 3. Famille optionnelle, obligations optionnelles, considérations optionnelles. Elle a marché vers la fenêtre et a fixé mon jardin. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Il doit y avoir quelque chose. Un moyen d'arranger ça. Il n'y a pas moyen d'arranger ça. Tu veux que je sois un distributeur automatique pour les urgences de ta famille. Je veux être financièrement indépendant et émotionnellement en sécurité. Ces deux choses sont incompatibles. Alors, c'est tout. Tu as juste fini. Je viens juste de commencer. Pour la première fois depuis des années, je fais passer mes propres intérêts en premier. Ça fait plutôt du bien. Et mes parents, tes parents, doivent accepter que les actions ont des conséquences. 30 ans de mauvaises décisions financières ont mené à ce moment. Ils peuvent trouver comment avancer, tout comme tous les autres qui ne peuvent pas payer leur prêt immobilier. Tu es sans cœur. Je suis honnête. Ta famille n'est pas ma responsabilité, et tes urgences ne sont pas mon obligation. Et notre mariage? Quoi, notre mariage? Tu as clairement établi tes priorités. J'ai établi les miennes. Nous savons tous les deux où nous en sommes. Elle a marché vers la porte d'entrée, puis s'est arrêtée. Ce n'est pas fini. Pour moi, ça l'est. Nous sommes toujours mariés. Ça peut être changé quand tu veux. Elle est partie sans dire au revoir, et j'ai regardé depuis la fenêtre de ma cuisine alors qu'elle restait assise dans sa voiture pendant 10 minutes avant de partir. Le mercredi est passé. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'eux. 3 mois plus tard, je m'installais dans une routine que j'appréciais vraiment. Café le matin sous mon porche arrière. Séance de sport le soir dans ma salle de gym au garage. Week-end passé sur des projets que je choisissais au lieu d'obligations familiales dont j'avais hérité. Les papiers du divorce sont arrivés un mardi. Elle avait déposé une demande citant des différences irréconciliables et demandait la moitié de tous les biens matrimoniaux. Son avocat avait clairement fait ses devoirs, demandant des états financiers détaillés et la documentation de tous les comptes. Mon avocat, Stéphane Clavel, a examiné ces demandes avec un détachement professionnel. Elle demande la moitié de la valeur de la maison, la moitié de vos comptes de retraite et une prestation compensatoire. Qu'est-ce qu'elle est susceptible d'obtenir? Ça dépend de ce que vous pouvez prouver concernant les biens propres. Votre documentation est excellente. L'achat de la maison, les comptes séparés, la traçabilité claire. Elle aura la moitié de ce qui était légitimement un bien commun, mais votre séparation stratégique a protégé la plupart de vos actifs. La conférence de règlement a duré 4 heures. Elle était assise en face de moi, l'air épuisé, ce qui était logique étant donné ce que j'avais entendu par des connaissances communes. Ses parents avaient perdu la maison et avaient emménagé dans un appartement exigu.
Théo avait déposé le bilan. Le mariage de Claire était tendu par la pression financière de soutenir tout le monde. Votre client a systématiquement caché des actifs, a argumenté son avocat. Mon client a systématiquement protégé des actifs, a répondu Stéphane. Il y a une différence. Au final, elle a reçu la moitié de l'épargne commune que nous avions maintenue avant ma stratégie de séparation, la moitié de mon solde plan d'épargne retraite depuis la date du mariage, et rien d'autre. Pas de prestations compensatoires puisqu'elle travaillait à temps plein, aucune réclamation sur ma maison puisqu'elle avait été achetée avec des fonds propres tracés, aucun accès à mes nouveaux comptes d'investissement. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit alors que nous signions les papiers. La justice est subjective, ai-je répondu. Le droit est objectif. 6 mois après que le divorce fut prononcé, j'ai croisé Claire dans un magasin de bricolage. Elle semblait sincèrement surprise de me voir. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé. « Très bien. Et toi, tu gères ?» Ça a été une année difficile. J'imagine que oui. Elle a hésité puis a posé la question que je pouvais voir dans ses yeux. Regrettes-tu parfois comment les choses se sont terminées? Jamais. Regrettes-tu parfois comment les choses ont commencé? Qu'est-ce que tu veux dire? L'hypothèse que mon argent était disponible pour les problèmes de ta famille. L'attente que je finance des solutions pour des décisions que je n'avais pas prises. On pensait que tu tenais à la famille. Je tiens à la famille. Je tiens assez à ma famille pour me protéger de la mauvaise planification des autres. Ça semble solitaire. Ça semble paisible. 1 an plus tard, j'ai été promu coordinateur de projet senior avec une augmentation de salaire substantielle. La première personne à qui je l'ai dit était Daniel Bertrand, mon conseiller financier, qui a immédiatement commencé à calculer des stratégies d'investissement accélérées. À ce rythme, vous serez financièrement indépendant à 55 ans, a-t-il dit. À quoi cela ressemble-t-il? Assez de revenus passifs pour vivre confortablement sans travailler. Une liberté totale de faire des choix basés sur ce que vous voulez au lieu de ce dont vous avez besoin. Ça semble parfait. J'ai acheté un 4x4 ce week-end-là, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'en voulais un. Payé comptant, pas de financement, pas de mensualité. C'était symbolique d'une certaine manière. 2 ans plus tard, elle s'est remariée. Quelqu'un de son bureau qui semblait assez sympathique quand je l'ai rencontré lors de notre dernière comparution au tribunal. J'espérais qu'il comprenait ce dans quoi il s'engageait. Mais ce n'était plus mon souci. Son nouveau mari apprendrait la même leçon que j'avais apprise. Sa famille passerait toujours en premier. Son choix était le même que celui auquel j'avais été confronté. Faciliter le schéma ou s'en protéger. J'ai choisi la protection et je n'avais jamais été aussi heureux. Certaines personnes appellent ça égoïste. J'appelle ça intelligent. Quand quelqu'un vous montre ses priorités, croyez-le. Quand quelqu'un vous montre où vous vous classez, ajustez-vous en conséquence. J'avais construit une vie où je passais en premier dans mes propres décisions. C'était exactement ce que j'avais toujours voulu et exactement ce qu'elle m'avait appris dont j'avais besoin. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusque-là, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.